Une fois acheté, l'esclave est baptisé, avec une religion qu'il ne connaît pas, et on lui attribue un nouveau prénom. Il est envoyé dans une plantation, que l'on nomme habitation, qui peut accueillir de 60 à 400 esclaves. Les captifs habitent dans de petites maisonnettes étroites, que l'on appelle casas nègres. Faites de branches et de chaumes de canne, ces bâtisses sont dans un état médiocre. Toute l'année, la canne à sucre doit être plantée, désherbée, coupée, récoltée et transportée, puis broyée et chauffée pour être transformée. L'organisation de la plantation fait en sorte que la récolte soit un processus continu. Les périodes les plus exigeantes nécessitent que les esclaves soient à l'ouvrage nuit et jour. Sous un soleil de plomb et un climat tropical, hommes, femmes et enfants travaillent sous le regard du contremaître, prêt à les fouetter lorsque la cadence n'est pas assez rapide. Les esclaves passent en général la journée entière au champ, même les femmes enceintes, qui travaillent jusqu'au dernier moment. Les accidents sont constants, bras broyés dans les meules ou brûlés dans les chaudières. Le Code noir prévoit que les esclaves aient leur dimanche de libre, pour aller à la messe et respecter le jour sacré du Seigneur, mais également pour s'occuper du minuscule lopin de terre octroyé avec leur case. Dans les faits, la plupart des maîtres les obligent à travailler, arguant qu'il y a trop de tâches à effectuer dans la plantation. Les esclaves sont divisés en deux catégories dans l'organisation de la plantation, le grand et le petit atelier. Le petit atelier est composé des enfants de 11 à 16 ans, des esclaves trop vieux pour travailler au champ, ou de ceux qui ont été mutilés dans les machines de broyage de la canne. Leur travail est constitué de tâches moins éreintantes, comme s'occuper du bétail ou ameublir la terre. Le gros du travail est donc réalisé par le grand atelier, où la plupart des esclaves sont placés. D'un côté, le jardin, les champs de canne, et de l'autre, le moulin, le lieu de transformation de la canne à sucre. Les conditions de travail inhumaines, les maltraitances, les accidents, les maladies et la malnutrition réduisent l'espérance de vie à 30-40 ans. L'unique horizon qu'un esclave peut envisager est celui d'être affranchi, procédé extrêmement rare car jugé dangereux, ou la fuite, qui généralement se termine par une nouvelle capture ou la mort. À raison d'un homme libre pour 17 esclaves, il est nécessaire pour le maître d'une plantation de s'appuyer sur une hiérarchie stricte pour maintenir l'ordre. Les individus sont mis en compétition pour éviter toute coalition ou tentative de révolte contre le béquet. Concrètement, ce sont des esclaves qui surveillent d'autres esclaves. Il y a tout d'abord les nègres de jardin, les esclaves de base, la majorité de ceux qui travaillent dans la plantation. Viennent ensuite ceux qui les surveillent, les commandeurs ou contremaîtres, qui sont choisis pour leur capacité à se faire obéir. Ils chapeautent la production et s'assurent de la bonne exécution du travail. Ils infligent les punitions, tiennent le fouet, vérifient le respect des horaires. Leur rôle est très important dans la répression du marronnage. L'économe se charge de tenir les comptes de la production. Les nègres à talent sont un peu mieux traités, car ils disposent de compétences propres. Ils savent par exemple fabriquer le sucre ou le rhum. Les esclaves domestiques, quant à eux, jouissent de certains privilèges. Ils vivent dans la maison du maître et sont mieux nourris que les autres. Ce sont en général des femmes qui sont assignées à de multiples fonctions d'intendance. Elles sont à la fois servantes, nourrices, domestiques, cuisinières et sont également utilisées comme objets sexuels. La bonne organisation d'une plantation se crée dans ces rapports de domination et de compétition, où tout est fait pour que l'individualisme et l'égoïsme deviennent la règle pour chacun. Il y a eu durant tout le XVIIIe siècle des hommes, des femmes et des enfants mis en esclavage sur le sol de France. On pense en règle générale que le sol de France affranchit, c'est-à-dire que toute personne qui est sur le sol français est libre. En fait, c'est faux. Rapidement, il va y avoir l'envie dans l'aristocratie, mais aussi dans la haute bourgeoisie, d'avoir des domestiques qui sont des personnes mises en esclavage. Il est difficile d'en connaître leur nombre, car beaucoup ne sont pas déclarés sur le sol de France. Mais lorsqu'en 1777, un recensement de ces personnes est fait, on découvre alors qu'à Nantes, il y a à peu près 700 personnes de couleur. On rencontre des personnes libres, mais on rencontre aussi évidemment des personnes mises en esclavage. Les estimations nous permettent aujourd'hui d'évaluer à peu près 260
280 personnes en 1777 qui seraient en esclavage à Nantes. Ça veut bien dire qu'il y a une population qui vit ici, parfois toute son existence dans la servitude.